Première rencontre 2021 de haut niveau entre le gouvernement et la Troïka des partenaires techniques et financiers. De nouveaux objectifs ont été dégagés à travers des engagements réaffirmés. Une rupture collective qui représente un exemple de tolérance entre confessions religieuses. Hier 10 mai, la Ligue islamique pour la paix au Faso a décidé de rompre le jeûne du Ramadan à l'archevêché avec le cardinal Philippe Ouédraogo. Image à suivre. Et puis aujourd'hui, c'est le 11 mai, le monde se rappelle de celui qui a vulgarisé la musique et le mouvement reggae. Bob Marley, décédé il y a 40 ans. Pour l'occasion, nous faisons un zoom sur l'une des quelques femmes au Burkina qui a embrassé le reggae. Nourat, vous la verrez dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue. La première rencontre de haut niveau entre le gouvernement et la Troïka des partenaires techniques et financiers de l'année 2021 s'est tenue aujourd'hui. Occasion pour les deux parties de réaffirmer leur engagement à soutenir et à mettre donc en œuvre des actions de développement au Burkina. Occasion également de dégager de nouveaux objectifs en lien avec le nouveau référentiel de développement. Abdrahmini. C'est la première rencontre entre le gouvernement burkinabé et la Troïka des partenaires techniques et financiers. Au menu des échanges, les crises sécuritaires et sanitaires et l'élaboration du référentiel de développement 2021-2025. Il est attendu des partenaires techniques et financiers des mesures d'accompagnement pour la mise en œuvre du programme de vaccination contre le Covid-19 et la réalisation du nouveau référentiel de développement économique et social. Concernant la pandémie donc, de la Covid-19, et un plan a été décliné et les partenaires ont en tout cas de manière unanime apporté leur soutien et leur promesse d'accompagnement de ce plan-là. Nous avons aussi discuté donc de la situation sécuritaire et aussi des suites qui ont été réservées à toutes les allégations donc, judiciaires pour l'atteinte donc, à la violation des droits humains. Donc des réponses aussi ont été apportées, des réponses assez satisfaisantes qui ont permis en tout cas de lever tout équivoque pour ce qui concerne donc, la gestion donc, de ce secteur. Occasion pour les deux parties de faire le bilan de leur partenariat et des engagements pris lors de la rencontre de haut niveau de l'année 2017. Le taux d'exécution de ces engagements est jugé satisfaisant et au chef de gouvernement de traduire sa gratitude aux partenaires. À l'échéance du PNDS en décembre 2020, du bilan de l'exécution de l'ensemble de ces recommandations, il est ressorti que 85 ont été entièrement réalisés sur les 117, soit un taux de réalisation de 72,65%. Au nom du gouvernement et de tout le peuple burkinabé, je renouvelle ma gratitude à l'ensemble des partenaires techniques et financiers du Burkina Faso et particulièrement à ceux de la Troïka pour leur appui inestimable aux efforts de développement de notre pays. Cette rencontre aura donc permis aux partenaires de réaffirmer leur soutien au développement du Burkina Faso. De nouveaux objectifs ont également été déclinés pour la mise en œuvre réussie du nouveau référentiel de développement. La loi de finances rectificative pour l'exécution du budget de l'État exercice 2021 est un examen ce lundi à l'hémicycle. Entre débats contradictoires et félicitations du gouvernement, les députés ont marqué leur quitus. Cela permet de prendre en compte, selon le ministre en charge des Finances, la nouvelle configuration du gouvernement qui a des ministères fusionnés et de nouveaux ministères créés. Michael Toukré. Ce sont des réaménagements d'ordre technique qui ont été faits. Des réaménagements techniques ont permis au Parlement de voter à 106 voix pour et 20 abstentions la loi des finances rectificative. Le nouveau budget adopté exercice 2021 présente ainsi les nouvelles configurations. En recettes, le budget passe de plus de 2110 milliards à 2131 milliards de francs CFA. Quant aux dépenses, estimées à plus de 2651 milliards, dans la loi des finances révisée, le budget des dépenses est estimé à 2672 milliards de francs CFA. Nous avons aussi eu une petite augmentation au niveau des recettes extraordinaires, ça veut dire de 3 milliards par les partenaires techniques et financiers. Et la nouvelle monture donc, nous donne des prévisions de 2131 milliards
donc, de recettes. Pour les dépenses, nous sommes passés de 2651 milliards à la loi de finances initiale à 2672 milliards donc, pour cette LFR. À travers cette loi rectificative, le gouvernement veut répondre à des impératifs de la nouvelle configuration du gouvernement, les modalités de répartition des crédits et des mesures fiscales. Il fallait donc qu'on retouche la loi de finances pour permettre en tout cas à ces nouvelles créations, à ces fusions qui ont eu lieu, à donc d'autres entités également qui ont été mises en place nouvellement comme la réconciliation nationale, le ministre d'État. À côté de cela, c'était également l'occasion pour les départements ministériels, vu que la loi a été votée depuis 2020, de faire des ajustements nécessaires au cours donc, de cette LFR, au vu donc de l'évolution du contexte. Ça a également été l'occasion pour nous de revoir un peu à la hausse les prévisions budgétaires en matière donc, de recettes, et ce qui nous a permis d'augmenter les recettes ordinaires des 3 régies de recettes à un niveau de 18 milliards en plus de ce qui était déjà prévu, répartis principalement sur les impôts et le trésor. Dans la loi des finances, exercice 2021, le déficit budgétaire reste au même niveau que la loi des finances initiale. Le montant lui est estimé à plus de 540 milliards de francs CFA. Le ministère en charge de l'Éducation nationale a un atelier aujourd'hui sur le système de surveillance communautaire et de remontée d'informations sanitaires et sécuritaires. Cette rencontre tenue à Zignaré a validé le plan de riposte contre les situations sanitaires et sécuritaires et qui ont un impact négatif sur l'éducation. On en parle avec Mohamed Ganakamabou. Près de 300 000 élèves n'ont plus accès aux établissements scolaires en raison de la situation sécuritaire et sanitaire, selon les données du projet d'appui aux réformes institutionnelles et techniques pour l'équité, parité. Pour pallier cette situation, un plan de riposte a été élaboré. Ce dispositif a été mis en place pour suivre la mise en œuvre du plan de riposte du ministère en charge de l'Éducation nationale. Au cours du présent atelier, les participants ont procédé à la validation d'un dispositif de montée d'informations. Habituellement ou traditionnellement, il y a des outils qui sont élaborés au niveau central pour aller chercher l'information au niveau terrain, au niveau déconcentré. Maintenant, la question qui s'est posée, c'est comment les acteurs terrains aussi peuvent arriver à s'exprimer à travers des outils, à passer l'information, transmettre l'information à la hiérarchie, à travers, par exemple, la promotion des TIS. Comme vous le savez, dès qu'il y a un problème sécuritaire ou sanitaire au niveau de l'école, le directeur d'école doit écrire au CCR, puis transmettre l'information au directeur provincial, puis au directeur régional, avant que les autorités au niveau central puissent être informées. Mais à travers la mise en place de ce dispositif, il s'agit d'un seul clic au niveau de l'école pour que l'information puisse parvenir à la hiérarchie. Cet outil permet de faire la collecte des informations en temps réel et de les mettre à disposition des autorités pour une prise de décision diligente. Il est financé par Affaires mondiales Canada dans le cadre de l'appui au gouvernement du Canada à celui du Burkina Faso. Il y a eu la conception des outils, il y a eu une collecte de données pour tester donc le système, sa fonctionnalité, les outils dans le centre-nord, dans 2 circonscriptions d'éducation de base. Le projet d'appui aux réformes institutionnelles et techniques pour l'équité est mis en œuvre par un consortium d'organisations qui sont Alinéa International LTD comme lead et le Centre d'études et de coopération internationale qui est une ONG canadienne. Le projet d'appui aux réformes institutionnelles et techniques pour l'équité, parité est financé à hauteur de 8,5 millions de dollars canadiens. Il a une durée de 5 ans, soit de 2019 à 2024. Et toujours dans le domaine de l'éducation, la question des arriérés que le gouvernement doit aux établissements privés d'enseignement
a été posée au ministre en charge de l'Éducation nationale. Vous en avez peut-être le souvenir. Et les acteurs des établissements privés avaient interpellé le gouvernement sur donc les impayés des élèves affectés dans leur établissement. Plus de 3 milliards de francs CFA, c'est le montant de ces impayés et le ministre de l'économie donne des explications à l'hémicycle. Michael Toukré. Les affectations, le problème qui s'est passé, c'est, je pense, au niveau des affectations. Les affectations ont été donc au-delà parce que nous avons entre-temps adopté la mesure de la gratuité qui a augmenté donc la charge. Donc, lorsque vous ajoutez les affectations plus la mesure de la gratuité, naturellement, le montant donc a explosé. Il se ressort aujourd'hui, donc quand nous prenons les arriérés de 2018 à 2019, le montant qui restait de 4 milliards 660 millions 180 000 francs CFA. Et sur ces 4 milliards, donc nous avons donc proposé, travaillé avec le ministère pour débloquer 2 milliards 125 pour éponger les 4 milliards. Nous avons ajouté dans la LFR 1 milliard 500 et nous estimons que le solde qui est là, c'est autour de 800 millions. Nous devons donc pouvoir les éponger pour cette année. Donc voilà un peu le schéma qui a été retenu pour pouvoir définitivement finir le paiement des arriérés que nous avons hérités et que nous sommes en train donc de pouvoir éponger. Avant, l'affectation était systématique. Désormais, les établissements publics de l'État ou des collectivités vont être les destinations prioritaires. Et une fois qu'on atteint le quota, donc par classe, que maintenant les affectations, les autres se feront donc au niveau du privé. Pour éviter justement qu'on continue la dérive, et cela va nous permettre, avec cet exercice, de pouvoir définitivement ajuster et avoir le niveau de budgétisation qu'il faut avoir chaque année pour éviter justement de connaître ces arriérés-là. Je vous en parlais en titre. Pour la première fois, la Ligue islamique pour la paix au Faso a décidé de rompre le jeûne du Ramadan à l'archevêché avec le cardinal Philippe Ouédraogo, une démarche donc de cohésion entre les différentes confessions religieuses, prières et rupture commune avec les membres donc des différentes entités religieuses ont marqué cette soirée du 10 mai. Ambiance dans ce reportage signé Fatima Tanikiema et Baraki Sarabdo. C'est un appel à la prière du muezzin au sein de l'archevêché de Ouagadougou, juste après la rupture du jeûne de ce 10 mai. Cette activité de la Ligue islamique pour la paix au Faso a réuni musulmans, catholiques et chefs traditionnels. Les initiateurs disent avoir choisi l'archevêché pour cette rupture commune afin de remercier le cardinal Philippe Ouédraogo, une autorité religieuse engagée dans la recherche de la cohésion entre religions. Selon El Hadj Ousseini Tapsoba, l'objectif était également de faire passer un message. Venir rompre le carême ici, prier ici, c'est déjà un bon point, en tout cas pour la lancée de la cohésion interreligieuse. Ce que nous voulons que les gens, tout le monde sache, que les gens se repèrent à cette soirée inédite. Parce que c'est déjà jamais vu. Et nous demandons à toutes les couches, en tout cas, de s'attraper main dans la main pour l'intérêt des populations de Burkina Faso. Le cardinal Philippe Ouédraogo, lui, s'est réjoui de cette démarche de cette association islamique. Selon lui, cette initiative de la Ligue islamique pour la paix au Faso entre en droite ligne de la volonté du pape et du grand imam qui ont signé un mémorandum à Abu Dhabi pour la paix et la fraternité. Cette présence ici répond bien à nos préoccupations. Il nous faut ensemble démolir les murs et construire des ponts. Démolir les murs de haine, de séparation, d'incompréhension, d'intolérance pour bâtir des ponts. Alors ils sont venus bâtir un pont ce soir, un pont de la fraternité. La fraternité, la tolérance pour un monde réconcilié dans la justice et la paix véritable. Le cardinal Philippe Ouédraogo, qui a accueilli cette rupture commune à l'archevêché, a à son tour fait un geste à l'endroit des fidèles musulmans. Ces derniers ont reçu de la boisson et du sucre. La ministre en charge de la culture, Élise Tombiano-Ilboudo, accompagnée de son directeur de cabinet, a visité l'usine semi-industrielle de François Yamego, alias François Ier,
Une sortie hier lundi 10 mai donc à Koudougou dans le centre-ouest. Précision avec Mamed Kanakamabou. Créée en 2017, cette usine semi-industrielle de François Yamego, alias François Ier, produit des textiles à base de coton bio. Une unité industrielle qui a reçu la visite de la ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, venue s'imprégner de réalité du promoteur et des employés. Dans cette industrie, plusieurs activités sont menées par des femmes et des jeunes. Du tissage des pagnes façon d'Anfani à la teinture, en passant par la couture et la formation, cette industrie créative de François Ier fait la fierté des Burkinabés, aussi bien à l'intérieur comme à l'extérieur du Burkina Faso. Nous avons vu une spécialisation à tous les niveaux, ce qui répond donc aux critères d'une industrie. Et ce que nous avons à dire, c'est vraiment le féliciter, à persévérer, ce qu'il fait déjà, et à aller de l'avant et à permettre en tout cas au tissu burkinabé d'avoir une place de choix comme il le fait en exposant et en vendant ses produits, donc non seulement à l'intérieur, mais surtout à l'extérieur, en Afrique et ailleurs, notamment en Europe. Cette usine a été financée par le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme à travers le Fonds de développement culturel et touristique à hauteur d'une 40aine de millions de francs CFA. Tout ce que nous avons vu ici, tout le matériel de tissage, de filage, etc., de couture, tout a besoin d'investissement. Et je crois que notre devoir, c'est de continuer en tout cas à l'appuyer financièrement, à l'aider pour qu'il puisse acquérir plus de matériel et bien sûr utiliser plus de personnes, plus de jeunes. Et il faut dire que j'ai aussi été sensible au fait qu'il utilise des étudiants qui sont toujours étudiants, mais qui viennent quand même apprendre ici à faire quelque chose de leurs mains. Et c'est très important. Ce passionné de la mode s'est engagé à faire une collection de façons d'Anfani 100% coton bio. C'est une façon pour lui de valoriser le Made in Burkina Faso. Vous ne verrez pas François Ier, les tenues de François Ier avec un mélange. Non, tout doit être en coton du Burkina Faso. Et je pense que dans l'Afrique de l'Ouest, je ne me passe pas des fleurs. Je suis pour l'instant l'unique qui a osé franchir ce pas-là. Parce que les gens mélangent. Quand vous regardez, on dit faso d'Anfani, mais il y a un mélange. Mais faire 100% faso d'Anfani, du faso d'Anfani, oui. Il y a des gens qui le font, mais dans les vêtements traditionnels. À travers cette industrie de créativité, François Yamego, alias François Ier, a créé 50 emplois directs, dont 40 femmes. Dans les années à venir, l'entrepreneur compte atteindre un objectif de 100 employés. Et puis parlons de musique, compétition, vous le savez, depuis une semaine, la Burkinabé Lady Shine a remporté la 3e édition de la compétition de Voice Afrique francophone. La finale s'est tenue en Côte d'Ivoire il y a une semaine donc et Lady Shine est rentrée au Burkina hier lundi. Elle a été accueillie avec beaucoup d'émotion par ses fans à l'aéroport international de Ouagadougou. Image avec Maxime Jeune Bambara et Samira Ouedraogo. Lady Shine, de Voice Afrique francophone 2021, de retour au Burkina Faso. Sourire aux lèvres, trophée entre les mains, Lady Shine affichait une allure particulière, celle d'une personne reconnaissante à la nation burkinabé. Merci à la population burkinabé, à toute la diaspora du Burkina Faso d'ici d'ailleurs. Et aussi demander pardon pour le petit retard d'hier parce que voilà, juste quelques soucis avec le vol, voilà, donc, indépendamment de ma volonté. Voilà, Dieu faisant, j'ai pu venir aujourd'hui, donc je pense que c'est l'essentiel. La sortie lauréate de The Voice Afrique francophone, c'est un sentiment de joie. Voilà, c'est un rêve devenu réalité. À l'extérieur de l'aéroport, son fan club, c'est l'extase. Ses amis, frères l'attendaient pour célébrer son sacre. Cette compétition a été un catalyseur car elle s'est surpassée, a-t-elle déclaré. Il faut dire que ça n'a pas été facile parce qu'au vu de tout ce que les gens disaient sur moi, voilà, c'était pas évident. Hein. Et voilà, finalement ça a payé parce qu'en finale j'ai donné le meilleur de moi et puis
j'ai ramené le trophée au Bercail. J'avais mon coach Youssoufa qui est quelqu'un qui est très strict. Voilà, parce que avec lui, c'est le travail que le travail. Donc, on a beaucoup bossé, on a beaucoup veillé aussi, donc je pense que le travail a payé. Le cortège de voitures et de motos à bord le fan club et la star du jour a sillonné plusieurs quartiers du pays. Et puis nous continuons en musique décalée cette fois 11 mai. Aujourd'hui donc, date anniversaire du décès du célèbre reggaeman Bob Marley, décédé en 1981 à 36 ans. Le monde célèbre cet homme comme un symbole éternel du reggae, style de musique classé patrimoine culturel immatériel de l'humanité depuis 2018. À l'occasion de cette date anniversaire donc, nous nous sommes intéressés au lien qui existe entre le rastafarisme et la culture africaine. Rencontre avec l'historien burkinabé Vincent Siedogo, par ailleurs responsable du laboratoire de recherche sur le patrimoine et le développement durable à l'Institut des sciences et des sociétés du Centre national de la recherche scientifique et technologique. À suivre avec Sanata Seré. Le rastafarisme a puisé ses racines dans la culture africaine, selon l'historien Vincent Siedogo. Né en Jamaïque dans les années 1930, le rastafarisme s'est imposé comme un mouvement de résistance culturelle des Noirs et s'est répandu des décennies plus tard. Il y a des siècles, l'Africain accordait beaucoup d'importance à ses cheveux, qui étaient synonymes de prospérité, de puissance et de fertilité. Le noir est avant tout un être de religion, un être religieux. Tout ce qu'il touche, tout ce qu'il entoure est entouré plus ou moins de religiosité. Ce qui fait donc que son corps est plus ou moins conçu comme un ordonnancement de puissance. Et entre autres, au sein de ce corps-là, il y a les cheveux. Les cheveux qu'il considère justement comme synonyme de prospérité, de puissance, de fertilité, et qu'il considère justement comme quelque chose qui place au-dessus de son corps et qui lui permet de communiquer avec les dieux, avec ses ancêtres. Donc à partir de cette communication déjà, il conçoit ses cheveux non pas comme n'importe quel organe de son corps. Les cheveux, en plus de ses fonctions esthétiques et sacrées, avaient aussi un caractère descriptif où chaque peuple à travers ses cheveux était identifiable. Les cheveux, il y en a qui arrivaient justement à les sculpter, il y en a qui les tressaient, il y en a qui les décoraient. Et ce qui nous intéresse ici, c'est essentiellement les tresses qui sont un peu en lien avec les druides, l'un des éléments caractéristiques justement du rastafarisme. C'est de cela que vous voulez justement qu'on parle. Donc à travers justement le rastafarisme et à travers l'usage des druides, se rend compte que quelque part, il y a une influence des cultures africaines dans le rastafarisme. Le rastafarisme, parce que après justement que toutes ces communautés aient effectivement eu à ces usages-là dans le traitement des cheveux, alors ils ont conçu différentes manières d'appréhender cela. Dans un premier temps, ces cheveux tressés avaient d'abord un but signalétique. À travers justement la coiffe, on pouvait savoir d'où venait donc l'individu, homme comme femme. En son temps, se couper les cheveux était donc un signe de malheur, de désespoir et d'humiliation et portait atteinte à la dignité de l'homme noir, selon Dr Vincent Siedogo. Le port des cheveux avait une fonction importante. L'individu qui cherchait par exemple à renier sa personnalité, une des manières de le faire, consistait par exemple à se raser. Se raser pouvait être synonyme de mort. On disparaît et quand les cheveux repoussent, bon, ça donne naissance, c'est encore considéré comme une forme de naissance. Et alors donc, se raser, je disais donc que c'était une forme qu'on pouvait considérer assimilée à la mort. Au Burkina Faso, particulièrement dans la culture Mouaga, garder ses cheveux est une pratique qui est en même temps rituelle et culturelle. Il est souvent recommandé au premier fils du roi de garder ses cheveux jusqu'à son intronisation. Le fils aîné, généralement, est invité à laisser pousser ses cheveux jusqu'à ce qu'on annonce donc les funérailles et qu'on les organise pour d'abord permettre à son entourage de connaître qu'il est en deuil. Et c'est au moment des funérailles qui vont ensuite être suivis par la période de l'intronisation que celui-là, il coupe ses cheveux et
en coupant ses cheveux, cela symbolise en quelque sorte une forme de mort rituel à partir de laquelle mort, il va donc quitter le statut de commun des Monsé pour atteindre le statut supérieur de Naba, qui gère maintenant le pouvoir au nom de ses ancêtres et pour les biens de sa communauté. De nos jours, le regard porté sur le rastafarisme a connu une mutation et porter des dreadlocks ne fait pas forcément de vous un adepte de ce mouvement. Et ce qui est déplorable selon le docteur Vincent Sedogo, c'est que la jeune génération ne connaisse pas et ne s'intéresse pas à ce pan de leur culture. Et de nos jours, bien plus qu'il y a quelques années, des femmes s'intéressent à ce mouvement, le rastafarisme et au style de musique reggae. Au Burkina, celle qui est en vue, Nourat, porte un amour fort pour ce style de musique. Donc, ce mouvement également, nous l'avons rencontré dans ce reportage. C'est l'une des rares voix féminines burkinabè dans le domaine du reggae. Amoureuse de ce genre musical depuis son adolescence, Nourat décide d'embrasser une carrière dans le reggae après son premier album qui était d'un autre style musical. Débutée par des interprétations, elle finit par être séduite par le message véhiculé dans la plupart des musiques reggae. J'écoutais la musique de Bob Marley, de Lucky Dube, tout ça, mais bon, sans pour autant comprendre le message. Et au fur et à mesure, comme j'ai fait des études en anglais, j'ai commencé à percevoir le message. J'ai vu que c'est un message, la plupart du temps spirituel, un message qui invite à l'amour du prochain, un message qui invite au partage et un message qui invite à l'éveil des consciences, voilà, surtout de notre société africaine. Donc, après mon premier album avec mon producteur, cette flamme de reggae la vivait toujours en moi. À la fin, je me suis dit, pourquoi pas même épouser ce genre musical-là. Donc, j'ai abandonné mon producteur en 2014. Disons qu'on a rompu le contrat et je suis allée du côté du Madiba Matai. C'est un temple de reggae. On faisait que du reggae. Seule femme parmi les hommes au début de sa carrière dans le reggae au Burkina Faso, Nourat a eu besoin d'accompagnement de la part de ses encadreurs pour surmonter les préjugés. Aujourd'hui, elle pense être acceptée par le public burkinabè. Give thanks and praise to the Lord. Et il faut dire qu'au début c'était pas facile parce que j'avais que des hommes autour de moi, mais j'ai eu aussi des gens qui m'ont encouragé. Voilà, par exemple quand j'étais au Madiba Matai, il y avait King Fire qui était là, il y avait Ras Duval, paix à son âme, il y avait Tino, il y avait Auguste aussi, paix à son âme, et ils m'encourageaient, me disaient qu'ils me sentaient plus bien dans le reggae, que je dégageais plus d'émotion, voilà, plus d'énergie quand je chante le reggae. Donc ils m'ont encouragé. Et aujourd'hui, vraiment, je rends grâce à Dieu parce que les gens m'acceptent de plus en plus. Les gens m'acceptent de plus en plus avec le single qui est sorti, Burkina Soldat, et avec les scènes qu'on fait. Les gens sont en train de plus en plus de s'imprégner de ce style-là, côté féminin. Donc, je peux dire que ça va. Le 11 mai, journée d'hommage à Bob Marley, est vue par Nourat comme une journée de méditation pour tous les adeptes du rastafarisme. Cette journée est dédiée, pour moi, est dédiée à tous les rastas, à tous les reggaemen, et c'est aussi une journée de méditation. Il faut que les gens comprennent que être rasta ou être reggaemen, c'est pas avoir des locks, c'est pas fumer de la ganja à longueur de journée, c'est aussi méditer, puisque le rastafari même c'est un mouvement spirituel dans lequel les rastas croient même à la Bible, ils suivent beaucoup le livre de Lévitique. Donc il faut méditer sur tout cela, sur comment partager l'amour avec son prochain, sur comment vivre dans notre société, sur comment éveiller les consciences, sur comment faire le bien autour de nous. Contrairement aux critiques et aux préjugés véhiculés par certains, Nourat estime qu'être rasta ne signifie pas consommer de la drogue. C'est un mouvement qui prône la solidarité et le bon comportement, ajoute-t-elle. Give thanks and praise to the Lord and I will feel alright. Bless up. Nourat donc, l'une des rares femmes au Burkina qui s'intéresse et évolue dans le style de musique reggae, rencontrée par notre reporter Abdourahim Nienye. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je souhaite une excellente fin de soirée à tous les amoureux de reggae. Bonsoir.